Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur Star Wars 7, puisque celle que vous êtes en train de regarder en découle directement. En effet, suite au succès de cette dernière, et je vous en remercie énormément d'ailleurs, j'avais besoin de revenir sur certaines choses. Je tiens d'ailleurs à préciser immédiatement que si j'ai décidé de faire cette vidéo, ce n'est pas dans l'unique but de gratter des vues en profitant du succès de la précédente, puisque le format retour sûr existe déjà depuis longtemps sur ma chaîne. Celui-ci me permet à la fois de corriger les erreurs que j'ai pu faire précédemment, mais également de répondre aux arguments et autres critiques que j'ai pu recevoir en commentaire. Et ça tombe très bien puisque c'est exactement ce que j'avais besoin de faire suite à ma dernière vidéo. Et oui, car même si j'ai étonnamment reçu une majorité de commentaires positifs, j'ai aussi forcément dû encaisser les retours plus négatifs, qui parfois étaient justifiés. Bon alors je vais pas passer par quatre chemins, commençons directement par le premier point sur lequel je me dois de revenir. J'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier, mais Luke, dans Un Nouvel Espoir, ne maîtrise ni la force, ni l'art du combat au sabre. Depuis sa rencontre avec Obi-Wan, il a conscience que la force existe, mais à aucun moment il ne l'utilise. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas appris à la maîtriser. Et c'est exactement la même chose dans la prélogie d'ailleurs. Anakin, lors de l'épisode 1, rencontre des Jedi et a pleinement conscience de l'existence de la Force, mais il est encore incapable de s'en servir car il n'a pas encore reçu l'entraînement nécessaire à sa maîtrise. Alors clairement, cette partie de la vidéo est ce qui a le plus fait réagir. Pendant un moment, je pense qu'un commentaire sur 4 m'en parlait, et vu le nombre que j'ai reçu, croyez-moi, ça en faisait beaucoup. Effectivement, je l'admets, j'aurais dû être plus clair en ce qui concerne l'utilisation de la Force par Luke et Anakin. En effet, comme on me l'a de nombreuses fois fait remarquer, dans l'épisode 4, au moment où Luke s'apprête à détruire l'étoile de la mort, il entend la voix d'Obi-Wan lui dire « Luke, fais appel à la Force ». Et c'est suite à ça qu'il parviendra à toucher sa cible sans même avoir besoin de son viseur. En ce qui concerne Anakin, il est juste dit à un moment que sa maîtrise du podresseur doit probablement être due à la Force, étant donné son taux de midi-chlorien anormalement élevé. Alors effectivement, c'est une erreur de ma part, et c'est vrai qu'elle semble desservir mon argumentation. Mais en réalité, elle ne l'invalide pas totalement, puisqu'elle est plus due à un manque de précision. En fait, ce que j'aurais dû dire, c'est que Luke et Anakin ressentent la Force, et celle-ci influence leurs actions, mais ce n'est pas de la maîtrise à proprement parler. Alors avant de m'accuser de mauvaise foi, laissez-moi vous expliquer. D'abord, mettons les choses au clair. Dans le tout premier Star Wars en 77, Luke ne reçoit pas d'entraînement de Jedi, mais il a quand même le droit à une courte initiation à la Force par Obi-Wan dans le Faucon Millennium. Ce qui explique déjà dans un premier temps pourquoi il réussira à entrer en contact avec la Force au moment de détruire l'étoile de la mort. Contrairement à Rey, qui elle n'a reçu ni entraînement ni initiation. Même si oui, elle rencontre Maz Kanata qui lui parle rapidement de la Force, mais elle ne lui enseigne rien puisqu'elle-même ne la maîtrise pas non plus. Et quand bien même on prendrait ça pour une initiation, ça serait de toute façon bien trop léger comparé à ce que Rey réussit à faire quelques scènes plus tard. Parce que pardon, mais pour moi il y a quand même une différence entre appuyer sur un bouton pour lancer une torpille et contrôler un putain d'esprit. Et c'est bien ça tout le problème. Non, je vous assure, c'est pas pour enfoncer le clou, c'est simplement pour détailler mon argumentation. Et donc pour en revenir à Luke, lorsque celui-ci tire au bon moment pour détruire l'étoile de la mort, il arrive à ressentir la Force, et celle-ci influence son action, mais il ne la maîtrise pas à proprement parler, parce qu'il n'a pas reçu d'entraînement. C'est à croire qu'il est protégé par la Force. Il est d'ailleurs souvent précisé que Luke, tout comme Anakin, sont de très bons pilotes à la base. L'influence de la Force n'est donc qu'un coup de pouce, pas forcément indispensable à leur réussite. Alors certains d'entre vous vont peut-être penser que je tourne volontairement les choses à mon avantage, et pourtant il existe bel et bien une différence fondamentale entre ceux qui ressentent la Force et ceux qui la maîtrisent. Une différence qui, par ailleurs, est particulièrement présente dans le nouveau canon instauré par Disney. En effet, je parlais de Maz Kanata tout à l'heure, mais pour prendre un exemple provenant d'un bien meilleur film, le personnage de Chirrut Imwe dans Rogue One est explicitement défini par le nouveau canon Disney comme étant un force sensitive, donc quelqu'un qui ressent la Force mais ne la maîtrise pas. Et oui, vu qu'il n'a pas reçu d'entraînement de Jedi, il n'est pas en mesure d'avoir une maîtrise complète de la Force, pour autant il peut quand même la ressentir. Et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui passe son temps à le répéter. Je fais corps avec la Force est avec moi. Je fais corps avec la Force est avec moi. Je fais corps avec la Force est avec moi. Et même si lui non plus ne maîtrise pas la Force à proprement parler, celle-ci peut quand même influencer ses actions, comme on peut le voir dans le dernier acte du film, lorsqu'il parvient à passer au travers des tirs des Stormtroopers. Ce n'est pas lui qui écarte les tirs un à un, c'est la Force qui influence son action et lui permet de passer sans se faire toucher. Bon, en même temps, quand on connaît la capacité des Stormtroopers à toucher leur cible, on se dit que même sans la Force, il aurait quand même pas eu trop de mal à passer. Bref, l'univers Star Wars, et plus particulièrement l'univers canon, nous montre bien qu'il existe une différence entre les Jedi et les forces sensitives.
sensitive entre ceux qui ont reçu un entraînement et ceux qui n'ont reçu qu'une simple initiation. En fait, d'une manière générale, il faut bien comprendre que dans l'univers de Star Wars, la Force est partout et peut donc influencer toutes sortes d'actions ou d'événements sans que ça relève de la maîtrise d'un personnage en particulier. Par exemple, dans l'épisode 4, à votre avis, pourquoi C3PO et R2D2 se retrouvent miraculeusement sur Tatooine et tombent comme par hasard sur le fils d'Anakin Skywalker alors qu'ils n'avaient pas spécialement prévu d'atterrir ici à la base? Eh bien, c'est tout simplement la Force qui les a guidés ici. Alors certes, c'est surtout utilisé comme une bonne grosse facilité scénaristique, mais au moins c'est cohérent dans l'univers, et c'est ça le plus important. À partir du moment où le principe de la Force est instauré dès le premier film, tout ce qui en découle reste logique du moment que ça respecte les règles établies. Pour rester sur la Force et revenir sur Rey qui semble la maîtriser en un temps record, j'aimerais répondre à un argument qui est assez souvent revenu depuis la sortie de l'épisode 9, mais aussi un peu avant suite aux leaks et autres théories. Mais pour ça, je vais devoir spoiler une révélation importante du dernier film Star Wars en date. Mais rassurez-vous, c'est le seul moment de la vidéo où je vais parler de l'épisode 9, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à ce timecode. Alors attention, spoiler dans 3, 2, 1. Évidemment, suite à la grosse révélation sur les origines de Rey, à savoir qu'elle est en réalité une Palpatine, beaucoup ont cru que ça justifiait parfaitement ses pouvoirs démesurés que l'on peut voir dans l'épisode 7. Alors désolé, mais non. Ce n'est pas parce qu'on est de famille avec quelqu'un qui maîtrise la Force qu'on acquiert automatiquement une maîtrise parfaite de celle-ci, sans aucune difficulté, et encore une fois, sans avoir besoin d'aucun entraînement. Si c'était le cas, pourquoi Luke Skywalker, qui est pourtant le fils d'Anakin Skywalker, n'a pas lui aussi eu le droit à cette maîtrise parfaite et instantanée de la Force? Et encore, là on parle d'un lien père-fils, mais dans le cas de Rey c'est pire, elle est la petite fille de Palpatine. Une génération entière la sépare du fameux Seigneur Sith. Et d'ailleurs tout le propos de l'épisode 8, c'était justement que les liens familiaux n'avaient aucune importance. Mais là, bizarrement, pour certains, cette révélation absurde est parfaitement logique et est censée justifier les capacités de Rey. Désolé, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je maintiens que seul un entraînement peut te donner accès aux techniques Jedi. Et quand bien même ton grand-père c'est Palpatine, Dieu en personne ou le Père Noël, ça n'y change absolument rien. Et en fait, plus globalement, même en prenant en compte cette histoire de dyade qui semble sortir de nulle part dans l'épisode 9, et qui est censée tout justifier selon certains, ça ne change rien au fait que la puissance démesurée de Rey est une information manquante de l'épisode 7. Ils ont beau retconner comme ils peuvent avec les explications foireuses qu'ils trouveront sur le tas, le fait est qu'en temps normal, un film doit se suffire à lui-même. Le problème c'est qu'aujourd'hui, le public est de plus en plus habitué aux sagas et aux univers partagés. Cette pratique très dans l'air du temps qui contribue au manque d'informations dans de plus en plus de blockbusters. Sauf qu'à la base, ce n'est pas comme ça qu'un film est censé être fait. Imaginez quelqu'un qui ne connaît absolument rien à Star Wars et qui va voir l'épisode 7. Arrivé aux scènes où Rey maîtrise la Force sans aucune préparation au préalable, le spectateur néophyte ne va tout simplement pas comprendre d'où lui viennent ses pouvoirs. Donc en fait, ça force presque le spectateur à obligatoirement payer ses places pour aller voir les films suivants s'il veut tout bien comprendre de celui qu'il vient de voir. Et c'est bien ça tout le cœur du problème. Un film ne doit pas être vendu en kit sous prétexte que c'est une grosse franchise. En fait, tous les précédents Star Wars en sont les parfaits exemples. Avant l'ère Disney, chaque film Star Wars se suffisait à lui-même. Chacun d'entre eux avait un début et une fin. Alors certaines fins étaient plus pessimistes que d'autres, certes, mais au moins, chaque histoire avait sa propre conclusion. Or, dans le cas de l'épisode 7, la fin n'est qu'un cliffhanger t'invitant à payer ta place de cinéma pour voir la suite de l'histoire la prochaine fois. Voilà, c'est ça l'ère Disney. C'est ça les blockbusters à notre époque. Et sans vouloir faire mon vieux con, parce que bon, je suis pas si vieux que ça quand même, personnellement, je trouve ça très dommage. Bref, voilà, fin de la parenthèse et fin du spoil. On reviendra d'ailleurs sur l'épisode 9 en détail dans une autre vidéo. En attendant, il faut que je vous parle d'un autre argument qui est souvent avancé, toujours concernant les capacités divines de Rey. Alors, selon certains adorateurs de l'épisode 7, si Rey maîtrise la Force aussi rapidement et facilement, c'est tout simplement parce qu'elle croit en la Force, contrairement à Luke qui a priori n'y croyait pas, ou en tout cas pas assez. Donc en clair, selon eux, dans l'univers Star Wars, il suffirait tout simplement de croire en la Force pour pouvoir la maîtriser. Alors effectivement, c'est une idée très répandue, mais en réalité, quand on y réfléchit 2 minutes, cette affirmation pose plein de problèmes. Déjà, s'il suffit simplement de croire en la Force pour pouvoir la maîtriser, pourquoi Yoda fait faire des entraînements physiques à Luke durant son apprentissage sur Dagobah? Ça montre quand même assez bien que ce n'est pas simplement une histoire de mental. Ensuite, dans la prélogie, à quoi servent les maîtres et les apprentis s'il ne suffit que de croire en la Force pour pouvoir la maîtriser, au point que même une novice ne sachant rien des Jedi puisse y parvenir en un clin d'œil? Mais ce n'est pas tout. S'il suffit simplement de croire en la Force, pourquoi Han Solo ne la maîtrise pas? Parce que ok, dans l'épisode 4, il s'en fout complètement et voit ça comme une vieille religion désuète, mais dans l'épisode 7, c'est lui qui confirme à Rey que la Force existe bel et bien. Je pense même ne jamais avoir vu un personnage croire autant en la Force que Han Solo à ce moment du film. Et même sans parler d'Han Solo, je me permets de rappeler encore une fois l'existence des forces sensitives. Ces individus qui ont conscience que la Force existe et la ressentent, mais sont
sont pourtant incapables de la maîtriser. Et je sais très bien que les défenseurs de cette idée me répondront que c'est simplement parce qu'ils n'y croient pas assez, mais bon, déjà, dire ça tient plus de la supposition que de faits concrets, mais surtout, je suis désolé, mais ce bon vieux Chirrut, il a pourtant l'air d'y croire dur comme fer quand même, hein. Je fais corps avec la force est avec moi. Je fais corps avec la force est avec moi. Je fais corps avec la force est avec moi. Et enfin, d'une manière générale, s'il suffisait simplement de croire très fort en la force pour pouvoir la maîtriser, plus personne ne se poserait la question de son existence, et tout le monde pourrait y avoir accès sans avoir besoin d'aucune aide. Or, ce n'est pas le cas dans les 6 films originaux. Alors, entendons-nous bien, il doit probablement y avoir une histoire de croyance dans la maîtrise de la force, mais à mon sens, ce n'est pas la seule condition nécessaire pour y parvenir. Parce que si ne serait-ce qu'une partie de la population de l'univers Star Wars parvenait à maîtriser la force aussi facilement et rapidement que Rey dans l'épisode 7, tout le monde aurait parfaitement conscience de son existence, et donc tout le monde pourrait y croire suffisamment au point de la maîtriser à leur tour. Or, dans l'univers Star Wars, la maîtrise de la force a toujours été réservée à une petite partie de la population. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que laisse sous-entendre la postlogie ainsi que leurs défenseurs, la maîtrise de la force n'est pas aussi simple. Il ne suffit pas d'y croire très très fort pour pouvoir y arriver sans aucune base ni connaissance. C'est pour ça qu'il existe des académies Jedi, pour pouvoir enseigner la maîtrise de la force. Si c'était simplement une histoire de croyance, nul besoin de maître et d'apprenti. Le simple terme d'apprenti prouve d'ailleurs à lui seul qu'un apprentissage est nécessaire. Pas juste une croyance, aussi forte soit-elle, mais bien un apprentissage. Un enseignement des savoir-faire et des techniques permettant de contrôler cette énergie présente en chacun de nous. Alors bien sûr, pour contrecarrer ça, certains ont avancé le fait que Rey pourrait tout simplement être une sorte de surdoué de la force. Alors effectivement, dit comme ça peut sembler logique. Seulement, c'est un peu trop facile de justifier une facilité scénaristique par un soi-disant haut potentiel intellectuel, ou spirituel. Non pas que je doute du fait que Rey puisse avoir un potentiel supérieur à la moyenne, non loin de là, seulement être surdoué, ça ne veut pas dire réussir une véritable prouesse sans avoir aucune base. En fait, les gens se font souvent de fausses idées sur ce qu'est véritablement une personne à haut potentiel, familièrement appelée surdoué. Être surdoué, ça ne veut pas dire réussir comme par miracle absolument tout ce que tu entreprends. Ça veut simplement dire que tu as un potentiel intellectuel supérieur à la moyenne, ce qui te permet notamment de comprendre et donc d'apprendre les choses très rapidement. Du coup, on en revient au problème principal que j'évoque depuis le début, Rey n'a absolument rien appris. Elle est simplement au courant que la force existe, mais c'est tout. En dehors de ça, elle ne sait absolument rien de la force. Or, dans le monde réel, un surdoué en mathématiques par exemple doit au minimum savoir compter avant de briller face à un calcul. Absolument tout dans la vie nécessite au moins des connaissances. Même un surdoué aura besoin d'apprendre et donc de comprendre avant de pouvoir maîtriser un sujet. Alors certes, il y sera arrivé plus rapidement que la moyenne, mais il aura quand même fallu qu'il passe par une phase d'apprentissage. Bref, vous l'aurez compris, s'il y a bien une chose qui, à mes yeux, n'aura jamais de justification valable, c'est bien les capacités hors normes de Rey dans l'épisode 7. J'ai beau en discuter, j'ai beau être ouvert à tout type d'argumentation, sur ce coup-là, je trouve que l'équipe de Disney a vraiment merdé. Et ce n'est pas le seul point sur lequel Disney a merdé. Mais ça, vous le savez si vous avez regardé ma précédente vidéo. Tout comme vous savez que je ne suis pas un très grand fan du sabre laser de Kylo Ren. Alors parlons-en de ce sabre laser puisque là encore j'ai reçu beaucoup de commentaires à ce sujet. Alors remettons les choses dans leur contexte. Ce que j'expliquais dans ma vidéo, c'est que selon moi, l'apparence du sabre laser de Kylo Ren n'a absolument aucun sens et surtout aucune utilité. Puisque ces deux petits lasers rajoutés sur les côtés du manche ne protègent absolument rien en plus d'être dangereux. J'ai donc démontré dans ma vidéo en quoi je trouvais ce design absurde et pourquoi j'avais le sentiment qu'il n'était là que pour son esthétique censée être cool, mais pas du tout pour un potentiel aspect pratique. Évidemment, suite à ça, certains m'ont rétorqué, malgré ma preuve vidéo provenant de la chaîne officielle de Star Wars, que j'avais tort concernant l'apparence et l'utilisation de ce type de sabre. Alors pour bien comprendre ça, il faut expliquer ce que Disney a rajouté dans son canon concernant les sabres laser et les cristaux Kyber. Dans ce nouveau canon, pour obtenir un cristal rouge, il faut faire saigner un cristal de couleur classique à l'aide du côté obscur. C'est donc ce que fera Kylo Ren lorsqu'il construira son sabre de ses propres mains. Seulement, le petit Ben Solo, vous le connaissez, il est souvent nerveux et impulsif, du coup quand il a fait saigner son sabre, il y est allé un peu fort, au point de libérer une quantité d'énergie bien trop importante, ce qui aura pour conséquence de rendre la lame instable et donc étincelante, comme on peut effectivement le constater. Pour pouvoir libérer ce surplus d'énergie, il décida donc de créer des ouvertures sur les côtés, formant ainsi sa fameuse garde. Et c'est sûr qu'avec cette explication, ce choix de design semble déjà un peu plus justifié.
Seulement, en y réfléchissant un petit peu, on y trouve quelques failles. Bon, déjà, soyons pas trop cons, il suffit d'un minimum de bon sens pour comprendre que lorsque ce design a été réalisé, le but était très clairement de reproduire une forme classique d'épée. Je veux dire, quelle que soit l'explication qu'a pu pondre Disney pour justifier cette apparence, ça paraît évident qu'à la base, ça, c'est une garde d'épée. D'ailleurs, les différents textes officiels qui parlent du sabre de Kylo Ren utilisent bien le terme de garde, donc je n'invente rien. Je pourrais presque m'arrêter là, mais ce n'est pas tout. Car si la présence de cette garde est justifiée par le surplus de puissance du cristal, se traduisant par l'instabilité visible de la lame, alors expliquez-moi ceci. Ça, c'est issu de la série Star Wars Rebels, cette série d'animation qui a coupé court à The Clone Wars juste pour mettre en place le nouveau canon de Disney, et qui est donc censé être en parfaite cohérence avec la postlogie. Donc comme on peut le voir sur cette image, ce sabre que découvre Ezra, le personnage principal de cette série, comporte également une garde comme celle de Kylo Ren, alors que la lame, elle, est pourtant parfaitement lisse. Ce qui prouve donc que la garde du sabre de Kylo Ren n'est pas uniquement due au surplus d'énergie, mais également à une volonté, de créer une garde, tout simplement. Je sais que ça va paraître évident pour certains, mais je vous assure que j'ai reçu énormément de commentaires m'expliquant avec plus ou moins de courtoisie que ce design était entièrement et uniquement justifié par ce fameux saignement de cristal, et rien d'autre. Bon, et bien vous savez maintenant que c'est faux. D'ailleurs, ce petit interlude sur le sabre de Kylo Ren va me permettre de rebondir sur un autre aspect souvent présent dans les réponses de certains fans, c'est l'utilisation de l'univers étendu comme contre-argument. Alors soyons clairs là-dessus, l'univers étendu est très rarement, voire même quasiment jamais, un bon argument à utiliser dans une discussion, même dans le cas de Star Wars, et qu'il soit canon ou legend d'ailleurs. Déjà, comme je l'ai dit plus tôt, un film doit se suffire à lui-même, et doit surtout être compréhensible par n'importe qui. Si le spectateur se pose une question importante lors du visionnage d'un film, et que la réponse se trouve dans un livre de l'univers étendu, donc littéralement dans un produit dérivé, c'est que le film a raté quelque chose. C'est ce qu'on peut appeler un plot hole, un trou dans le scénario. L'univers étendu est fait, comme son nom l'indique, pour étendre l'univers, pas pour compléter des imperfections d'écriture. Donc non, le spectateur ne doit pas être obligé d'acheter tel ou tel roman de l'univers étendu pour comprendre un élément absent, surtout si cet élément est important pour le scénario. Et là je parle des défenseurs de l'univers canon, mais il y a aussi ceux qui se servent de l'univers Legend, donc en clair de l'ancien canon de Lucasfilm, pour justifier certaines choses. Par exemple, certains ont avancé le fait que dans l'ancien univers, il existe des personnages qui, eux aussi, sont parvenus à maîtriser la force très rapidement, tout comme Rey dans l'épisode 7. Sauf que ce n'est pas parce que ça a été présent dans l'univers Star Wars fut un temps que ça en fait instantanément une bonne idée. Rien qu'au niveau des films, beaucoup de fans de l'époque s'insurgeaient contre certaines libertés prises dans la prélogie. Alors imaginez celles qui ont été prises dans de vieux romans et BD obscurs. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, une mauvaise idée reste une mauvaise idée, peu importe où elle est présente. Donc quand bien même elle était présente dans l'ancien univers étendu, ça ne la transforme pas automatiquement en une bonne idée. Je vous rappelle que dans cet univers étendu, on y trouve aussi pas mal de trucs bizarres, genre des lapins verts humanoïdes. Et ça avait beau faire partie de la continuité officielle fut un temps, ça en fait pas pour autant l'idée du siècle. Bref, vous l'aurez compris, j'ai reçu beaucoup d'arguments différents sous ma dernière vidéo, et en soi, ils sont tous parfaitement légitimes. Seulement, je ne suis pas d'accord avec certains d'entre eux. Du coup, je ne peux pas m'empêcher d'y répondre. Tiens, c'est comme tous ceux qui m'ont dit que le fait que l'épisode 7 repompe entièrement le scénario de l'épisode 4 n'était pas si dérangeant car ce film était surtout destiné à la nouvelle génération qui n'avait pas forcément vu les précédents Star Wars. Alors que ça ne vous dérange pas, je peux le comprendre, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à voir ce film comme étant destiné à un public n'ayant pas vu les précédents opus, alors que cette postlogie passe son temps à se reposer sur la trilogie originale. Mais je pense que c'est justement symptomatique des ambitions souvent paradoxales de Disney. Parce que oui, leur but était peut-être effectivement de faire découvrir Star Wars à une jeune génération n'ayant pas vu les précédents, ce qui justifie ce choix de scénario repris du tout premier film de la saga. Seulement dans ce cas, pourquoi faire revenir tout le casting de la trilogie originale? Et surtout, pourquoi les rendre si importants? Genre dans l'épisode 7, Han Solo y est quand même très présent, et l'objectif des protagonistes, c'est de retrouver Luke Skywalker. Un Luke Skywalker qui sera d'ailleurs au centre de l'épisode 8. Et puis alors pour l'épisode 9, là c'est carrément mal barré pour les spectateurs néophytes, puisqu'il ramène carrément l'empereur Palpatine d'entre les morts, un personnage qui n'est jamais présenté dans les épisodes 7 et 8, et que t'es donc pas censé connaître si t'as pas vu les précédents films. Et c'est bien ça tout le problème. Disney avait clairement le cul entre deux chaises en voulant faire à la fois une suite et un remake des films originaux. Et forcément, à vouloir tenter de faire l'équilibriste entre deux idées assez contradictoires, ils ont fini par ne réussir ni l'un ni l'autre.
Pour tout vous dire, j'avais pris pas mal de notes regroupant les commentaires les plus récurrents, mais au final, je suis loin d'avoir tout traité, et j'ai l'impression que la vidéo est déjà suffisamment longue. Donc je pense que le mieux, c'est que si vous avez d'autres remarques auxquelles je n'ai pas répondu concernant ma vidéo sur Star Wars 7, je vous invite à les partager ici. Si je suis d'humeur et que j'ai pas trop la flemme, peut-être que je vous répondrai en commentaire. Également, je sais déjà d'avance que certaines des justifications invoquées tout au long de ma vidéo seront sujets à débat. Là encore, je vous invite à vous exprimer là-dessus. Après tout, une opinion peut très bien évoluer d'un côté comme de l'autre. Pour finir, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus suite à cette fameuse vidéo. Pour être complètement transparent avec vous, vu le sujet traité, je m'attendais très sincèrement à recevoir au moins autant d'avis négatifs que positifs. Du coup, je pensais vraiment que la barre de dislike allait plutôt s'approcher des 50%. Et au final, pas du tout. Et la grande majorité des commentaires étaient très positifs. Et le plus fou, c'est qu'ils ne provenaient pas seulement de ceux qui avaient déjà des problèmes avec ce film, mais ils provenaient également de ceux qui aimaient et aiment toujours ce film, mais ont reconnu certains problèmes que je souligne tout au long de ma vidéo. Et ça m'a fait évidemment très plaisir. Car comme je l'ai dit, mon but n'était absolument pas de créer un conflit au sein d'un fandom qui n'avait de toute façon pas besoin de moi pour s'embrouiller. Mon but était simplement de partager mon avis et essayer de faire comprendre au plus grand nombre ce qui personnellement m'a déçu dans ce film. Et la mission semble avoir été réussie aux yeux de beaucoup de spectateurs. Et bien sûr, tout ça c'est sans parler du nombre de vues absolument démentiel et particulièrement inhabituel sur ma chaîne. Contrairement à ce que certains avaient sous-entendu en commentaire, je n'avais à aucun moment anticipé un tel succès. Vous imaginez, moi, petit vidéaste qui était jusqu'à présent habitué à un nombre de vues très aléatoire dépendant de chaque vidéo, arriver d'un coup à en pondre une à plus de 500 000 vues, évidemment que je ne m'y attendais pas. Et je dis ça parce que certains m'ont reproché d'avoir fait cette vidéo uniquement pour pouvoir percer sur YouTube. Bien sûr que non. C'est très facile de dire ça maintenant qu'on voit où la vidéo en est aujourd'hui. Mais à aucun moment j'aurais pu me douter de ce qui allait arriver. Je suis juste un fan de Star Wars parmi tant d'autres, et j'avais juste envie de parler d'un sujet qui me travaille depuis plusieurs années déjà. Bref, merci à tous. Et maintenant pour ce qui est de la suite. Alors je ne vous cache pas que je me suis posé pas mal de questions suite à cette fameuse vidéo, puisqu'à la base ma chaîne parle principalement de Doctor Who. Clairement ça va pas être facile de satisfaire tout le monde, mais je vais essayer de continuer de parler de Star Wars, tout en ne lâchant pas non plus mes abonnés qui me suivent depuis le début pour du Doctor Who. Je vais essayer d'alterner entre les deux, mais sachez que je peux parfaitement comprendre que cette organisation puisse en déranger certains. D'ailleurs, pour répondre à une question qu'on me pose très souvent dernièrement, oui, j'ai prévu de faire une vidéo sur l'épisode 8. À vrai dire, j'avais déjà prévu de la faire dès l'écriture de celle sur l'épisode 7. Donc je ne sais pas encore quand elle sera prête, mais sachez en tout cas que j'y travaille, donc restez dans le coin. Et bien entendu, en toute logique, une vidéo sur l'épisode 9 devrait également finir par se faire. Mais bon, chaque chose en son temps, on n'en est pas encore là. Déjà que j'ai mis 4 ans avant de me décider à parler du réveil de la force en vidéo, alors vous imaginez bien que je suis plutôt du genre à prendre mon temps. Bref, merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.